franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires sensibles vous propose un retour sur un dossier qui a défrayé la chronique en novembre 2010, le scandale du Mediator. Il se trouve que mercredi dernier, le Conseil d'État a estimé que l'État n'était pas responsable des agissements fautifs du laboratoire Servier pour la période qui va jusqu'en 1999. Après, oui, il est responsable parce qu'il dispose des informations nécessaires qui auraient dû déboucher sur une interdiction de vente de ce médicament. D'où les indemnisations qui seront versées pour les cas détectés après 1999. Depuis la terrible affaire du sang contaminé dans les années 90, de nombreux observateurs plaçaient la France parmi les pays les plus avancés en matière de sécurité sanitaire et en particulier de risques médicamenteux. En 2008, une étude de l'UFC Que Choisir avançait même que 82% des Français vouaient une confiance absolue dans les médicaments prescrits par leurs médecins ou dans ceux que leur recommandent leurs pharmaciens. Pourtant, lorsqu'elle éclate, l'affaire du Mediator laisse très peu de doute sur sa nature. Comme d'autres, elle traduit la voracité des laboratoires pharmaceutiques qui parfois s'assoient sur la sécurité sanitaire. Elle est aussi le symptôme d'un système du médicament à la dérive. Très vite, de révélation en révélation, la vérité se dessine. La faute est partagée entre le pharmacien fabricant, les laboratoires Servier en l'occurrence, et l'État, avec la FSAPS, le gendarme du médicament. Le premier, parce qu'il est accusé d'avoir menti sur la nature et la destination de son produit. Le second, parce qu'il a accepté d'en maintenir la commercialisation alors que le mensonge était aisément démontrable. Au final, un drame économique, politique, mais surtout humain. Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Martin Winkler. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui traitent de la thématique de la santé et de l'exercice de la profession de médecin. Le dernier s'appelle « Les brutes en blanc, la maltraitance médicale en France », édité chez Flammarion le 5 octobre dernier. Martin Winkler nous attend à Montréal, chez nos amis de Radio-Canada. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Sacha Tropp. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La parole est à Monsieur Pascal Terrasse. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre du Budget des Comptes Publics et de la Réforme de l'État, mes chers collègues. Paris, Assemblée nationale, nous sommes le mardi 16 novembre 2010. Dans la salle des 4 colonnes, les aiguilles de la grande horloge annoncent 15 heures. Seuls ou par petits groupes, les députés rejoignent leur siège dans l'hémicycle pour le début de la séance de questions au gouvernement. C'est le moment où il faut être là, parce que les caméras de télé sont présentes. Excellent pour le député obscur qui veut exister et pour le député star qui veut faire du buzz. Vu des balcons, la scène semble suivre un rituel immuable. Sauf qu'aujourd'hui, l'ambiance est un peu particulière. Certes, c'est le baptême du feu pour le nouveau gouvernement de François Fillon, remanié 2 jours plus tôt. On croise ainsi Alain Juppé, nouveau ministre de la Défense, ou Michel Alliot-Marie, qui une fois de plus passe d'un ministère régalien à un autre, cette fois de l'Intérieur au Quai d'Orsay. Et puis il y a ceux qui sont toujours là, comme Christine Lagarde à l'économie et aux finances, ou encore Xavier Bertrand, dont le ministère du Travail et de l'Emploi s'étoffe et qui désormais englobe la santé. Et c'est la santé, justement, qui rend cette séance de questions au gouvernement si singulière. D'ordinaire sensible, le sujet est plus que jamais au cœur de l'actualité. Depuis quelques semaines, en effet, la polémique enfle depuis les révélations du Figaro et de sa journaliste Anne Jouan concernant les résultats d'une étude confidentielle de la Caisse nationale d'assurance maladie dont le but était d'évaluer les risques imputables à un médicament en particulier, le Mediator, un antidiabétique délivré uniquement sur ordonnance, largement utilisé comme coupe-faim et déjà retiré du marché 1 an plus tôt, en novembre 2009. Cité par la journaliste, le résultat de l'étude de la CNAM est alarmant. Depuis sa mise sur le marché, le Mediator serait responsable de 500 à 1000 décès en France. Et on estime à plusieurs milliers le nombre de personnes hospitalisées. Plus préoccupant encore, dans la suite de l'article, on peut lire le témoignage anonyme d'un expert du milieu de la pharmacovigilance pour qui, je le cite, « La situation est grave, cette histoire du Mediator va mal se terminer. Le jour où les chiffres vont sortir,
il va y avoir un scandale terrible. Cette étude de la CNAM, le nouveau ministre en charge de la Santé, Xavier Bertrand, en a l'original sur son bureau. Pleinement conscient de l'aspect explosif du dossier, il sait qu'il doit adopter de nouvelles stratégies et que celle-ci doit trancher avec celle de sa prédécesseure, Roselyne Bachelot. Oui, communiquer immédiatement sur l'affaire, donner des gages de transparence, et enfin se démarquer du laboratoire Servier, le fabricant du Mediator, accusé entre les lignes d'avoir fait passer ses intérêts financiers avant les intérêts de ses patients. À quelques mois de la prochaine présidentielle, un scandale sanitaire serait très préjudiciable pour la majorité. Le précédent de l'affaire du sang contaminé dans les années 90 est encore dans toutes les mémoires. Elle a fait suffisamment de dégâts chez les socialistes, et notamment pour Laurent Fabius, à qui elle a probablement barré la route de l'Élysée pour que la droite en tire elle aussi les leçons. Ainsi, lorsque ce mardi 16 novembre 2010, Xavier Bertrand arrive à l'Assemblée, son visage traduit toute la gravité de la situation, car il sait qu'il s'agit là d'une affaire sensible. Et que quelques rangs plus haut sur les bancs de l'Assemblée et de l'opposition, de nombreux députés l'attendent au tournant. Parmi eux, le socialiste Gérard Bapt, ancien cardiologue, devenu depuis quelques mois une des figures de proue dans ce dossier. Et il le dit très clairement. Oui, ce dossier est imputable à l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, cette institution qui en France autorise, surveille et, le cas échéant, retire des médicaments de la vente. En bas, dans l'hémicycle, en cette froide après-midi de novembre, les minutes passent et les questions aux différents ministres s'enchaînent. Xavier Bertrand répond à ceux qui l'interrogent sur ses prochaines mesures pour l'emploi. Personne n'aborde, pour le moment, la question du Mediator, jusqu'à cette prise de parole du député UMP Jacques Domergue. Chirurgien de formation, il demande au ministre d'un ton solennel quelle va être la réaction de l'État après les révélations du Figaro sur ce médicament. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Domergue, vous connaissez bien le secteur de la santé et vous savez que sur un sujet comme celui-ci, la priorité, ce sont les patients. Et le message que nous devons adresser à l'ensemble des patients qui se sont vus prescrire le Mediator, c'est de consulter leur médecin généraliste et plus particulièrement ceux qui ont utilisé du Mediator pendant au moins 3 mois pendant les 4 dernières années. C'est un enjeu de santé publique. Je veux encore et encore renforcer la sécurité sanitaire. À peine le ministre a-t-il lâché son micro que le bureau de l'AFP, situé en haut de l'hémicycle, envoie une dépêche ainsi libellée. Xavier Bertrand saisit l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, pour mener une enquête sur les responsabilités des autorités de santé dans cette affaire du Mediator. Les déclarations du ministre donnent de l'ampleur au dossier qui devient affaire d'État. Xavier Bertrand s'invite partout et fait les gros titres des journaux avec ce chiffre qui fait froid dans le dos, 500 morts. Oui, 500 personnes qui auraient perdu la vie pour avoir fait confiance à leur médecin qui leur avait prescrit un médicament autorisé par la loi, en l'occurrence le Mediator. Dans la presse, les témoignages de victimes jusque-là discrètes et anonymes se multiplient. Toutes ces personnes décident de briser la loi du silence, car si elles ne sont pas toutes mortes du Mediator, leur vie est quand même bouleversée. L'une d'entre elles, Patricia, témoigne sur France Inter. Après la prise du Mediator, j'étais très fatiguée, je n'arrivais pas à tenir, j'étais vraiment à bout. C'est pour ça que j'ai demandé à un moment donné à mon médecin de faire des examens et on m'a fait une échographie cardiaque et c'est là qu'ils se sont aperçus que mes valves étaient très abîmées. J'ai été opérée en août 2004. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à faire. Les ménages, c'est très dur, faire du jardinage. Je voudrais que le laboratoire reconnaisse ce qu'il nous a fait et qu'il continue à nous faire parce que c'est toute la vie qu'on va subir. La maladie dont souffre Patricia est une valvulopathie, l'une des 2 très graves et mortelles pathologies dont souffrent les victimes de Mediator. Face à ce drame humain, les questions fusent et les critiques se portent rapidement sur l'entreprise qui fabrique le Mediator, le laboratoire Servier, numéro 2 de l'industrie du médicament en France, accusé d'avoir laissé sur le marché un produit qui pouvait être dangereux. Pointé du doigt aussi l'autorité de santé en charge de la sécurité des médicaments, l'AFSAPS, que certains accusent de négligence.
Acculé par la presse, son directeur Jean Marimbert annonce que les 300 000 personnes qui prenaient du Mediator au moment de son retrait des pharmacies, en novembre 2009, vont être contactées et qu'un examen de santé va leur être proposé. Et il affirme que dans toute cette affaire, le gendarme français du médicament n'a pas failli à ses responsabilités. Un plaidoyer très vite remis en cause par de nombreux médecins qui rappellent, à juste titre, que le cas du Mediator n'était pas inconnu des autorités de santé. Parmi elles, il y a le docteur Vincent Renard, président du Collège national des généralistes enseignants. Vous allez l'entendre, son constat sur le Mediator est sans ambiguïté. Les avis des commissions d'experts étaient clairs. Ce médicament n'avait pas de place en termes de rapport coût-efficacité. C'était un mauvais médicament, ça c'est connu de longue date. Un mauvais médicament. Voilà comment certains médecins considéraient le Mediator depuis de nombreuses années. Alors, s'il était à la fois cher et inefficace, pourquoi ne pas l'avoir retiré du marché plus tôt? Et pourquoi continuer à le prescrire? À ces questions, ce sont les journalistes du quotidien Le Monde qui apportent des réponses. En remontant le parcours du Mediator depuis son autorisation de mise sur le marché en 1976, ils découvrent qu'il y a eu bien avant 2009 de nombreuses alertes à son sujet, mais que toutes sont restées lettres mortes. La première d'entre elles remonte à 1998, lorsque 3 éminents professeurs de médecine avertissent l'agence du médicament des risques du Mediator utilisé comme coupe-faim. La seconde remonte à 1999, lorsque la commission de transparence du médicament le juge inefficace contre le diabète et recommande de ne plus le faire rembourser par l'assurance maladie. À la même période, le Mediator est retiré de la vente par les laboratoires Servier eux-mêmes, en Suisse, puis en Espagne et en Italie, en 2003, après qu'on a découvert plusieurs cas de valvulopathie. Alors, pourquoi la France ne réagit-elle pas face à ce faisceau de présomption, alors qu'une troisième alerte arrive en 2006, cette fois de la part de la Haute Autorité de Santé, qui souligne les dangers de ce médicament et qui remet en cause son remboursement à 65% par la Sécu? Or, rien ne se passe. Un constat qui, pour le docteur Irène Frachon, dont nous reviendrons plus tard sur le rôle clé de lanceur d'alerte dans cette affaire, décrédibilise totalement la capacité de contrôle et d'indépendance de notre autorité de santé. Le nombre de fois où ce sujet est revenu sur le tapis, c'est un vrai mistigris, ce Mediator, avec des décisions qui, à un moment donné, laissent penser que le Mediator va être retiré, et puis cette décision est contredite. Que s'est-il passé à ce moment-là, et quelle influence, quelle pression, quel lobbying a permis que autant de fois, devant des signaux qui apparaissent aussi évidents de dangerosité pour un médicament inutile, je pensais que ça avait échappé aux gens, et quand ils allaient le comprendre, instantanément, les bonnes décisions seraient prises. Et en fait, aujourd'hui, il s'avère que la totalité de ces données scientifiques assez simples étaient très simples à comprendre. Un poison qui ne sert à rien était déjà dans les mains de la FSAPS depuis plus de 10 ans. Oui, 10 ans et au total 33 années de commercialisation du Mediator qui ont permis au laboratoire Servier d'écouler entre 1976 et 2009, date de son retrait, plus de 145 millions de boîtes. À 5 € l'unité, cela représente un chiffre d'affaires de plus de 720 millions d'euros. Une somme qui pourrait expliquer à elle seule pourquoi du côté du laboratoire Servier, personne ne voulait que le médicament ne soit retiré du marché, bien sûr. Mais au-delà de la responsabilité du laboratoire, la question qui se retrouve au cœur du débat public porte sur l'éventuelle aide ou complaisance dont aurait pu bénéficier le Mediator de la part des autorités de santé et en particulier du gendarme du médicament, l'AFSAPS. Cette question, répétons-le, centrale, elle est posée sur France Inter à Xavier Bertrand le matin du 6 décembre 2010. France Inter. À un moment, si vous voulez que je vous explique, je vais essayer de le faire. On soupçonne les pouvoirs publics et les autorités sanitaires de complaisance à l'égard du laboratoire Servier. Non, attendez, monsieur. Deuxième laboratoire pharmaceutique de France. Non, mais attendez, là. Il y a une décision qui porte sur le remboursement de ce médicament. Donc, je vous pose cette question. Pourquoi, selon quels critères vous décidez le maintien de son remboursement à 65% alors qu'il y a une autorité de santé qui vous dit que ça n'a aucun intérêt médical? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Absolument, oui. Ouais, complaisance? Oui, complaisance. Complaisance. Vous plaisantez ou quoi? Non, je ne plaisante pas. Les experts de l'AFSAP, de l'agence de l'autorité de santé, sont liés par des rémunérations au laboratoire pharmaceutique. C'est dans toute la presse. Je n'invente pas les termes, Xavier Bertrand. Monsieur Cohen. Oui. Le 15 janvier, le lendemain du rapport,
qui sera présenté par l'IGAS. Invitez-moi et on commentera ce qu'il y a dedans. D'accord ? Au cours de cette interview, le ministre de la Santé met lui-même le doigt sur l'un des aspects les plus sensibles de cette affaire. Xavier Bertrand déclare, je le cite, que le Mediator n'était pas un coupe-faim, qu'il avait obtenu son autorisation de mise sur le marché pour des gens souffrant de diabète. La réalité, ajoute-t-il, c'est qu'il a été bien trop souvent prescrit par les médecins comme coupe-faim, précisément. C'est donc, comme on va le voir, la nature et la prescription du Mediator qui sont au cœur du scandale. Le 3 janvier 2011, c'est le journal Libération qui jette de l'huile sur le feu. En une de son édition de la rentrée, le quotidien cite des propos que Jacques Servier, père fondateur et actuel président des laboratoires qui portent son nom, aurait tenus quelques jours plus tôt devant ses employés lors de la cérémonie des vœux pour la nouvelle année. Il aurait déclaré « Le Mediator, ce n'est que 3 morts ». Reprise partout dans la presse, cette phrase crée un profond malaise. Pour l'avocat de plusieurs des victimes, Charles-Joseph Houdin, c'est l'expression de tout le cynisme dont sont capables les laboratoires Servier qualifiés par lui d'officines pharmaceutiques pour qui la vie humaine n'est rien à côté du profit qu'elle peut en tirer. C'est ainsi qu'a posteriori, la directrice des affaires extérieures du laboratoire, Lucie Vincent, interrogée par Benoît Duquesne dans le magazine Complément d'enquête, ira jusqu'à remettre en doute la responsabilité des laboratoires Servier dans le scandale du Mediator. Sur ce fameux Mediator, puisqu'il s'agit de ça, est-ce que, à votre avis, ce médicament a été à l'origine de mort? Est-ce qu'il a causé la mort des gens? À l'heure actuelle, ce que nous pouvons dire sur le Mediator, c'est qu'il y a eu un effet secondaire grave, mais extrêmement rare. Et c'est ça qui est au cœur de tout le problème Mediator aujourd'hui. On se rend compte, grâce à une étude Servier, qu'il y a un effet secondaire, mais le produit est resté sur le marché pendant 35 ans. Comment est-ce possible? L'étude, elle arrive tardivement. Elle arrive en 2009. Elle met en évidence, votre étude, qui a un effet secondaire, qui serait rarissime, qui aurait provoqué des morts. Combien? Justement, un effet secondaire rarissime et dont la gravité, aujourd'hui, n'est pas absolument connue. Et je suis dans le grand espoir encore de pouvoir, à la fin de toutes les données qui nous arrivent, de pouvoir rassurer les patients, justement. C'est pas moi, c'est lui. Servier rejette la responsabilité du drame sur la FSAPS qui, elle, accuse Servier. Courage, fuyons. Alors tout le monde attend avec impatience le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, promis par Xavier Bertrand et qui doit pointer les responsabilités exactes dans cette affaire. C'est le 15 janvier 2011, 2 mois après le début du scandale, lors d'une grande conférence de presse au ministère de la Santé, que le rapport de l'IGAS est rendu public. Face à une nuée de journalistes, les 3 rapporteurs posent sur la table des dossiers de plus de 300 pages, représentant 6 semaines d'enquête sur le Mediator, les laboratoires Servier et les autorités de santé. Premier à s'exprimer au nom de l'IGAS, le docteur Aquilino Morel, qui pointe d'emblée de graves manquements. Ce même médecin, qui selon le journal Mediapart, aurait été simultanément à ses fonctions à l'IGAS, un collaborateur du laboratoire pharmaceutique danois Lundbeck. Mais à cette époque, on ne le savait pas. Le déroulement des événements relatés est très largement lié au comportement et à la stratégie des laboratoires Servier qui, pendant 35 ans, sont intervenus sans relâche auprès des acteurs de la chaîne du médicament pour pouvoir poursuivre la commercialisation du Mediator pour en obtenir la reconnaissance en qualité de médicament antidiabétique. Pour reprendre une expression revenue à plusieurs reprises dans les témoignages recueillis par la mission, cette firme, elle les aurait roulés dans la farine, surchargés de travail, empêtrés dans des procédures juridiques lourdes et complexes, bridés par la crainte des contentieux avec les firmes. L'AFSAP s'est apparue à la mission comme une structure lourde, lente, peu réactive, figée dans une sorte de bureaucratie sanitaire. La mission tient à souligner que le système de notification des cas par les professionnels de santé aurait pu permettre le retrait du Mediator au moins depuis 1999. La conclusion des experts de l'IGAS est sans appel. Elle dit « Le dispositif de pharmacovigilance a failli à sa mission qui est d'identifier et d'instruire les cas d'effets indésirables graves liés à l'usage d'un médicament, en l'occurrence le Mediator. Mais il apparaît clairement que le laboratoire Servier a sciemment tenté de tromper le système de surveillance et de contrôle.
Dans cette affaire, il y a donc 2 responsables pour un seul et même scandale. De son côté, Xavier Bertrand annonce qu'un fonds d'indemnisation va être mis en place pour aider les victimes. En urgence, il annonce aussi une série de mesures pour réformer le système de santé. D'une part, une transparence totale en cas de conflit d'intérêts entre médecins et laboratoires, et d'autre part, une révision du financement de l'Agence du médicament par l'État et non plus par l'industrie pharmaceutique. Notre responsabilité aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de rebâtir un nouveau système du médicament, un nouveau système de sécurité sanitaire avec un objectif, qu'il n'y ait pas demain de nouveaux Mediator. Alors, comment en est-on arrivé à un tel scandale? Comment le Mediator a-t-il pu causer la mort de si nombreuses personnes? Quel est le rôle exact des laboratoires Servier et des autorités de santé? Et puis, qui a véritablement œuvré pour mettre fin à la commercialisation du Mediator? My soul is a weary and beaten. Commune de Gidy, banlieue d'Orléans, nous sommes en février 1974. C'est ici, au milieu des champs, que se trouvent les ateliers de recherche du 2e groupe pharmaceutique français, les laboratoires Servier. Fleurons de l'industrie pharmacologique, ils exportent leurs médicaments partout dans le monde. Il se dit d'ailleurs que leur directeur, Jacques Servier, est un proche de très nombreux responsables politiques. Toujours est-il que c'est précisément ici, en cet hiver 74, dans les laboratoires de Gidy, que les chercheurs de Servier mettent au point une nouvelle molécule, le benfluorex. Comme le souligne le suffixe accroché à son nom, orex, celui-ci appartient à la famille des anorexigènes, autrement dit, des coupes-fins. Autre information à retenir sur cette molécule, elle est elle-même un dérivé de la norphenfluramine, un nom qui ne doit pas vous dire grand-chose, sauf si on précise que c'est une molécule très proche de l'amphétamine. Oui, amphétamine, une substance chimique considérée comme un produit stupéfiant et qui défraye souvent la chronique car elle aussi elle est une substance dopante pour les sportifs. Le Mediator dans tout cela, eh bien il est là, sous vos yeux, car le benfluorex c'est le principe actif du dit Mediator. Pour résumer, ce médicament n'est autre qu'un parent chimique de l'amphétamine et sa substance active le prédestine à devenir un coupe-faim. Problème pour les laboratoires Servier, ils possèdent déjà une batterie de coupe-fin très rentable, dont le célèbre Pondéral. Alors, que faire de cette nouvelle molécule? Jacques Servier va donc demander une autorisation de mise sur le marché, non pas dans la catégorie des coupe-fins, mais dans la catégorie des médicaments antidiabétiques. Autorisation qu'il va obtenir sans trop de difficultés, et le tour est joué. C'est ainsi qu'en 1976, la boîte blanche et bleue du Mediator fait son apparition dans les pharmacies de l'Hexagone. Au même moment, le très libéral Jacques Servier milite à la télé pour que l'État ne vienne pas mettre ses mains dans les affaires du médicament. Si vous voulez mon opinion d'une façon générale, c'est qu'il faut toujours regretter des mesures contre le médicament français. Demi-mesures ou mesures complètes, elles s'ajoutent à 40 ans d'incompréhension de notre pays. Et pourtant, le médicament français est le 2e du monde pour la découverte après les États-Unis, le 3e du monde pour l'exportation avant les États-Unis et le Japon. Le médicament français est quelque chose de précieux. Il ne faut pas trop y toucher. Alors que le Mediator poursuit son chemin année après année sans faire parler de lui, une révolution est en marche dans le monde de la pharmacologie. En 1997, les anorexigènes ou coupe-fins, médicaments très lucratifs pour les labos, sont interdits. Ils seraient dangereux pour le cœur et les poumons. Chez Servier, la success story de l'isoméride et du Pondéral prennent donc brutalement fin. Mais le Mediator, et malgré des caractéristiques et un principe actif très proche de l'isoméride, passe entre les mailles du filet, sauvé par son positionnement sur le diabète. Ce qui permet au Mediator de surcroît de jouir d'une très belle cote de popularité chez les médecins, au point que ceux-ci en détournent l'usage pour le prescrire à des non-diabétiques. C'est le système de lobbying mis en place par Servier qui se dissimule derrière chaque comprimé prescrit. En effet, comme l'explique le docteur Philippe Evin, Jacques Servier a infiltré depuis des années toute la chaîne du médicament et en particulier les autorités de contrôle, ce qui lui permet de jouir d'une certaine impunité. On ne parle pas du lobby pharmaceutique pour rien. C'est un homme d'influence très tôt dans la médecine. Très tôt, je veux dire que il a visé il a visé les étudiants.
pour déjà acclimater les relations entre le labo Servier d'ailleurs, et les étudiants. Et puis après, quand il prépare les concours difficiles, comme l'internat, de leur apporter des supports qui lui coûtent 4 sous, mais qui sont appréciés. Une belle salle pour se réunir, des projecteurs qui marchent, la société de pharmacologie. La pharmacologie, c'est l'étude théorique des médicaments. La société de pharmacologie, le secrétaire général, c'est le directeur scientifique de Servier. Non seulement il soutient, mais il l'infiltre, il est dedans. Chez Servier, comme ailleurs dans l'industrie pharmacologique, le lobbying s'exerce aussi par les visiteurs médicaux, ces VRP, qui viennent vendre les médicaments aux médecins et aux hôpitaux et qui, selon les témoignages, ne vont cesser de vanter l'effet amaigrissant du Mediator et inciter les médecins à le prescrire, non plus pour le diabète, mais directement comme coupe-faim. Malgré l'inertie des autorités sanitaires, année après année, autour de son cas, le Mediator intrigue la communauté scientifique et en particulier les publications médicales indépendantes. Dès les années 80, la revue Pratique insiste sur la particularité de sa composition chimique qui, selon elle, est contraire à sa classification comme médicament contre le diabète. En 1997, c'est la revue française indépendante Prescrire qui lance un premier signal d'alerte. Dans un article, des médecins s'insurgent contre le rôle dangereux du benfluorex, la substance active du Mediator, rappelant son origine puisée dans la catégorie amphétamine. Pour eux, le Mediator n'est qu'un jumeau de l'isoméride, médicament anorexigène interdit en 97. Dans d'autres articles, parus quelques années après, Prescrire s'alarme de l'effet placebo du Mediator pour les diabétiques et surtout sur l'usage qu'en font souvent les médecins en le prescrivant à des patients non diabétiques. Pourtant, encore une fois, personne parmi les pouvoirs publics ne s'alarme et le Mediator continue tranquillement sa route dans les rayons des pharmacies. Enfin, pas tant que ça, car en réalité, le médicament de laboratoire Servier a sans le savoir trouvé sa bête noire. Cette personne, c'est Irène Frachon, médecin pneumologue. C'est en lisant un article sur le Mediator dans Prescrire qu'elle va recouper l'information avec des patients atteints de pathologies pulmonaires et en particulier d'une maladie très rare, l'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Elle en arrive à un constat étonnant. À une très grande majorité, les patients qu'elle rencontre ont tous consommé de l'isoméride et ou du Mediator. Pourrait-il donc y avoir un lien ? Alors, autour de la valvulopathie, elle mène avec le docteur Grégoire Le Gall du Centre d'investigation clinique de Brest des recherches complémentaires. Et voici les conclusions que donne le docteur Le Gall. On a repris tous les cas de valvulopathie cardiaque du CHU de Brest et on a commencé par faire un tri entre ceux que l'on comprenait parce qu'il y a beaucoup de causes d'insuffisance cardiaque. Donc celles-là, on les a mis de côté et on s'est intéressé aux patients pour lesquels on n'avait vraiment aucune raison évidente pour qu'ils développent une insuffisance valvulaire. Et puis on est parti interroger tout ce monde-là en demandant qui avait pris du Mediator parmi ce qu'on appelle les cas et parmi les autres patients avec cause connue qu'on appelle les témoins. Ensuite, on compare le pourcentage de patients qui avaient pris du Mediator dans les deux groupes. Et donc 70% des patients avec valvulopathie inexpliquée avaient pris du Mediator, contre seulement 6% des patients avec une valvulopathie expliquée. Pour être très honnête, la première chose qu'on s'est dit, personne ne va jamais nous croire parce que c'est tellement énorme. Les laboratoires Servier démentent formellement ces attaques. Pourtant, comme le montre ici Irène Frachon, sur 2 photos tirées d'autopsie, les atteintes cardiaques liées à ce médicament se distinguent nettement. L'autopsie d'un cœur normal où vous voyez des cordages qui retiennent les valves de la valve mitrale. Ces cordages sont tout fins comme des haubans. Et là, vous voyez une patiente qui est décédée d'insuffisance cardiaque liée à cette valvulopathie. Et vous voyez que ces cordages sont monstrueusement déformés, très épaissis et recouverts d'une substance blanchâtre. Le fonctionnement de la valve est complètement perturbé. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et ça, c'est forcément lié à la prise de Mediator. C'est forcément lié à la prise d'un médicament toxique avec ce mécanisme de toxicité. C'est parfaitement décrit dans la littérature scientifique. Nous sommes à l'été 2009. Après avoir bataillé pendant de nombreux mois devant les commissions de l'AFSAPS, le docteur Irène Frachon obtient finalement le retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator. En novembre de la même année, le médicament quitte donc les pharmacies. Une décision salutaire, mais bien trop tardive, car il a gagné au minimum 12 ans, oui 12 années, pendant lesquelles des centaines de milliers de patients ont continué de prendre un médicament toxique. Avec ce retrait qui intervient dans la plus grande discrétion, Servier pense encore une fois avoir réussi à ruser le système et à dissiper tout scandale. Raté.
Un an plus tard, en octobre 2010, l'affaire du Mediator rebondit pour devenir le scandale pharmaceutique que nous connaissons au moment où l'étude de la Caisse nationale d'assurance maladie fuite dans la presse et provoque un branle-bas de combat des responsables politiques, ministres de la Santé en tête. Tout le monde cherche à savoir ce qui s'est passé tout en ayant déjà à l'esprit qu'il n'y a pas que les laboratoires Servier qui ont fauté. Le rapport de l'IGAS, le 15 janvier 2011, le confirmera. La faute incombe à Servier, mais aussi à notre système de pharmacovigilance qui n'a pas été vigilant, donc qui n'a pas fonctionné. Conséquence directe de cette affaire, en 2012, dans le cadre de la réforme du médicament, l'AFSAPS décrédibilisée et remplacée par l'ANSM, Agence nationale de sûreté du médicament. Depuis, l'affaire du Mediator est entrée de plein pied dans une bataille judiciaire de longue haleine, dans laquelle les milliers de victimes demandent désormais que justice et dédommagement leur soient rendus pour le préjudice qu'elles subissent. Et malgré le décès de Jacques Servier, en avril 2014, le dossier n'est pas clos. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire du Mediator, à la lumière notamment de deux actualités. Notre invité, c'est le docteur Martin Winkler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Montréal dans les studios de nos amis de Radio-Canada. Vous êtes médecin généraliste. Vous êtes également et surtout connu d'ailleurs pour être un praticien de santé engagé. Vous avez collaboré de nombreuses années au magazine Prescrire, dont le nom a été cité plusieurs fois dans ce récit. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui traitent de la thématique de la santé et de l'exercice de la profession de médecin, dont le dernier qui s'appelle, un titre bien trouvé, Les Brutes en blanc, la maltraitance médicale en France. Il est paru aux éditions Flammarion le 5 octobre dernier. Voilà. Alors, je vous avais parlé de questions d'actualité. L'une tourne autour du Mediator, puisque le Conseil d'État a estimé, il y a une semaine, que les agissements fautifs du laboratoire Servier sont de nature à exonérer l'État de l'obligation de réparer les dommages subis pour les victimes de ce médicament. Mais alors, pour la période qui va jusqu'en 1999. Après 1999, le Conseil d'État estime que l'État avait les informations nécessaires pour bloquer la vente de ce médicament. Que pensez-vous de cette décision qui semble plutôt sage à première vue ? Je pense qu'elle est tout à fait sage parce que c'est quand même la responsabilité de l'État français et des systèmes de santé de protéger les citoyens. À partir du moment où on sait qu'un médicament est dangereux, on ne doit plus le commercialiser, on ne doit plus le rembourser bien entendu, mais on ne doit plus le commercialiser. On doit informer les médecins et le public. Regardez ce qui se passe avec une voiture qui a un problème ou le dernier téléphone intelligent qui prend feu, on l'interdit. On interdit de l'emporter dans les avions, on le dit aux gens, c'est dangereux. Les médicaments, ça doit être exactement la même chose. Encore faut-il avoir les informations, quand je parlais d'informations sages, parce qu'avant 99, on estime que l'État n'avait pas les informations. Oui, je pense que ça a été très bien décrit par votre reportage. À partir du moment où les experts qui travaillent pour l'agence de santé, l'agence de surveillance des médicaments, sont dans une très grande partie inféodés à l'industrie, c'est-à-dire qu'ils ont des conflits d'intérêts, ils sont rémunérés de près ou de loin par des industriels, même s'ils ne sont pas rémunérés par Servier lui-même, c'est très difficile pour eux de dire tel médicament est dangereux. Parce qu'à ce moment-là, tous les autres médicaments dangereux sont susceptibles d'être remis en cause. Je vous prends un seul exemple. Avec des enjeux économiques importants, il faut le dire. Il y a des enjeux économiques importants. Et même si le médicament n'est pas commercialisé ou inventé par des Français, prenez le traitement du cholestérol. Maintenant, on en vient enfin à dire que il y a beaucoup trop de gens qui sont traités pour faire baisser leur cholestérol, alors que on n'a jamais montré que ça servait à quelque chose, en particulier chez les femmes. Les femmes qui prennent des médicaments pour faire baisser le cholestérol, ça n'a aucun intérêt, ça n'a jamais été démontré. Il y a des effets secondaires qui sont pas forcément très fréquents, mais plus vous traitez de gens, plus il y aura de gens qui auront des effets secondaires. Et on est en train de dire, et puis le cholestérol est peut-être moins responsable que les sucres, parce que c'est les sucriers qui ont orienté la recherche vers le cholestérol pour pas qu'on dise, oui, mais c'est le sucre qui est dangereux. Donc vous voyez que
les intérêts économiques sont très grands. Et puis, moi, personnellement, je pense qu'il y a aussi une responsabilité, encore une fois, de la profession médicale, qui, comme ça a été aussi très bien décrit dans votre reportage, a été infiltré par l'industrie. Ça fait très très longtemps que les étudiants en médecine sont influencés par les industriels, de près ou de loin, que ce soit parce que les industriels leur donnent des fournitures scolaires ou publient des livres dans lesquels évidemment ils ne peuvent pas vérifier la véracité des choses, ou bien parce qu'ils influent sur leurs enseignants. Quand un enseignant est lui-même, si on ne le sait pas, est lui-même touche des royalties parce qu'il a participé à un livre ou parce qu'il a participé à un congrès pour un industriel, il va forcer les médicaments de cet industriel. Pardon. Voilà, donc le problème est à la source. Le problème est à la source, oui. Alors, quand même, on a l'impression que ça bouge quand même dans le bon sens avec cette deuxième actualité. Vraiment, celle-là est vraiment toute fraîche d'aujourd'hui. Cette association ont de nouveau réclamé un fonds d'indemnisation global aujourd'hui pour toutes les victimes de médicaments au lendemain du feu vert de l'Assemblée nationale, un système d'indemnisation pour l'antiépileptique dépakine. Je dis deux mots sur la dépakine. La molécule en cause, c'est la valproate de sodium. Donc, elle est commercialisée sous la marque Dépatine par Sanofi, mais aussi sous des marques génériques. Elle est prescrite à des épileptiques et des bipolaires et elle est à l'origine de malformations et ou de troubles neurodéveloppementaux chez des enfants exposés in utero. Voilà, moi j'ai quand même l'impression que ça bouge, non ? Ça bouge, mais il serait temps que ça bouge parce que dans les années 60 et 70, il y avait un médicament qui s'appelait le Distilbène, qui était donné aux femmes enceintes pour éviter des fausses couches précoces et qui provoquait, et on l'a su seulement au bout de 10 ou 15 ans, qui provoquait des malformations chez les enfants ou des cancers chez les femmes et chez les hommes adultes qui avaient été exposés in utero. Il faut rappeler que le Distilbène a été interdit dans les pays anglo-saxons en 1970. Et qu'on a continué à en prescrire en France jusqu'en 1977. Alors d'accord, il n'y avait pas l'Internet à l'époque, mais enfin, la moindre des choses, c'est que les scientifiques, les médecins, les pouvoirs publics sont au courant de ce genre de choses. Vous faites interdire un médicament dans un pays comme les États-Unis, l'Angleterre ou le Canada, les Français le savent tout de suite. Eh ben non, pendant 7 ans, on a continué, on n'a pas donné d'avertissement aux médecins et on a continué à en prescrire. Donc il serait temps que ça bouge. Et surtout, il serait temps qu'il y ait, des sécurités qui ne reposent pas uniquement sur les médecins. Je veux dire que il faut aussi qu'il y ait des scientifiques qui ne soient pas médecins, qui ne soient pas des pharmacologues par exemple, qui ne soient pas liés à l'industrie, qui ne soient pas liés non plus à d'autres industriels, comme par exemple les industriels de l'agroalimentaire ou de la cosmétique, parce que tout ça c'est un peu la même chose, et qui disent mais attendez, là on a un produit qui n'a pas d'effet désirable et qui a des effets indésirables et qui est susceptible d'être dangereux. Que ce soit paritaire avec les patients, que les patients aient leur mot à dire aussi, en disant attendez, nous on vient parce que faut savoir que les patients qui ont été soumis au Mediator, la croix et la bannière pour se faire indemniser, c'était épouvantable. J'imagine. Donc que les associations de patients aussi soient partie prenante dans ce genre de discussion. Donc on voit bien qu'on est en plein conflit d'intérêts, c'est ce que vous exposez. Et puis alors il y a un autre exemple de cette dérive qui illustre cette industrie de marketing, qui est l'industrie du médicament. Ce sont par exemple les pilules de 3e génération que l'on prescrit aux jeunes, non pas en contraception, mais en dermatologie. Alors ça nous rappelle aussi ce médicament contre le diabète, mais qu'on prescrit comme coupe-faim. Voilà. C'est quoi cette méthode ? Quand vous avez un marché, vous voulez prendre des parts de marché. C'est-à-dire, vous voulez que votre produit, qui ressemble à d'autres produits, prenne une part de marché qui n'existait pas, ou même en crée une part de marché. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Les femmes prennent la pilule. Vous inventez une pilule qui, soi-disant, est une pilule qui traite l'acné. Vous ne pouvez pas la commercialiser comme pilule, mais vous pouvez la commercialiser comme traitement de l'acné, en disant aux médecins, mais vous savez, c'est contraceptif aussi. Et à ce moment-là, les médecins vont la prescrire à la fois comme traitement de l'acné et comme contraception. Vous pouvez aussi faire la même chose avec un produit en disant ça, c'est une pilule qui fait perdre un peu de poids. C'est pas vrai, mais vous pouvez le dire de façon non officielle via les visiteurs médicaux, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure.
Et à ce moment-là, les médecins vont se dire, ah bah oui, il y a des patientes qui se plaignent de prendre du poids avec la pilule, je vais leur prescrire celle-là. Et là, vous avez des accidents, parce que ces pilules-là donnent des accidents qui sont plus fréquents qu'avec les pilules classiques. Et qui est-ce qui paye le prix, évidemment? C'est les patients. C'est les patients qui payent le prix fort, parce que quand on fait un accident vasculaire à 30 ans, on reste marqué pour la vie. Et c'est aussi la sécurité sociale, parce que tous les soins qui vont être donnés aux gens qui ont des effets secondaires liés aux médicaments, c'est la collectivité qui les paye. Oui, c'est pas l'industrie. Justement, l'industrie pharmacologique vise sur le dos de la collectivité. Absolument, en fait. et de la sécurité sociale. Mais c'est ça, la collectivité. C'est les assurances de Servier qui devraient payer, qui devraient indemniser les patients. Et ensuite, l'État devrait ça paraît logique, effectivement. Bah oui, je veux dire, quand un médecin fait une erreur, un chirurgien se trompe et opère le mauvais bras ou la mauvaise jambe, son assurance personnelle doit payer. C'est pas la sécurité sociale de payer les erreurs des gens qui commercient pour elle. Vous avez dit prescrire tout à l'heure, et on en a parlé dans le récit, le rôle d'une revue comme prescrire, c'est vraiment important, c'est même fondamental, non ? C'est fondamental. Moi, j'ai eu la chance de collaborer à Prescrire pendant la première décennie de son existence, entre 83 et 89, et j'y ai appris tout ce qu'on ne m'avait pas appris pendant mes études de médecine. En particulier, vous parliez de la pharmacovigilance tout à l'heure. La pharmacovigilance, c'est quelque chose de très simple. C'est si moi, médecin généraliste, je prescris un médicament à un patient et que ce patient a un effet secondaire non prévu, je dois le déclarer. Il y a des bordereaux de déclaration. Maintenant, ça se fait sur Internet, c'est beaucoup plus facile. Et c'est comme ça. C'est par la responsabilisation de chaque médecin qu'on peut repérer des incidents graves. Mais les médecins ne sont pas formés à la pharmacovigilance. Là, il y a une grande responsabilité des facultés de médecine et de l'enseignement de la médecine en France. On ne les forme pas. On ne leur dit pas, mais vous savez, tous les médicaments ont des effets secondaires, il faut que vous les répertoriez. C'est pour la sécurité de vos patients. Donc, quand une revue comme Prescrire le fait, c'est très bien. Le problème, c'est que la revue Prescrire devrait être une lecture obligatoire pour tous les étudiants en médecine et tous les médecins de France. Ou en tout cas, une revue indépendante, financée par l'État, indépendante de l'industrie, qui travaille comme Prescrire, de manière à ce que les gens, effectivement, ne prescrivent plus n'importe quoi. En Angleterre, c'est le cas. Il y a une revue qui s'appelle le Drug and Therapeutics Bulletin, qui est une revue indépendante qui avertit tous les médecins britanniques sur les effets secondaires possibles des médicaments. Martin Winkler, on va écouter ensemble quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit du docteur Philippe Evin. Oui. Il répond aux questions de Benoît Duquesne sur le plateau du magazine Complément d'enquête. C'était en 2011. Professeur Evin, est-ce que demain on est à l'abri d'un nouveau médiator ou pas ? Non. Non, il y aura d'autres médiateurs. Peut-être pas avec l'extraordinaire gravité de cet accident-là, parce que c'est probablement en France 5 à 10 000 malades, et ça sera de 500, comme vous le savez, à 2000 morts. On n'ira peut-être pas aussi loin, si je puis dire, avec d'autres médicaments, mais des accidents très graves. Je vois une centaine de molécules qui sont susceptibles de déclencher ce genre d'accident. D'ailleurs, ils sont sur la liste, comme on disait l'AFSAPS, de surveillance renforcée. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Il y a des médicaments qui sont depuis 10 ans sur la liste, et dans la foulée du Mediator, alors tous les mois, elle en interdit un. Il y a 10 ans que ça devrait être fait. Voilà, qu'en pensez-vous, Martin Winkler ? Je suis absolument d'accord avec lui. Vous savez, l'OMS a une liste de 150 médicaments essentiels, c'est-à-dire qui devraient figurer dans les pharmacies de tous les pays, en particulier pour les pays en développement. Nous, en France, on doit avoir quelque chose comme 30 000 ou 40 000 médicaments commercialisés. Qu'on ne me raconte pas que tous ces médicaments sont efficaces. Il y a beaucoup de placebos, il y a beaucoup de médicaments qui ne servent à rien, mais il y a aussi beaucoup de médicaments qui sont, comme le Mediator, détournés de leur usage et prescrits à un trop grand nombre de gens. Il y a beaucoup de médicaments, comme la dépakine, dont on connaît la toxicité depuis longtemps, et qui sont prescrits quand même. Ça veut dire qu'on n'en est pas sorti, qu'on peut encore avoir un drame comme ça. Bien sûr, ça veut dire qu'on n'en est pas sorti, et que pour en sortir, il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire, par exemple, il faut que l'information soit partagée absolument par les pouvoirs publics, par les médecins et par les patients. Il faut que les patients aient un regard qui soit un regard extérieur sur les médicaments. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils décident de tout. Il faut que ce soit des décisions qui soient des décisions paritaires et collectives. Mais il faut que les patients soient informés.
Quand les patients sont informés, les comportements, regardez avec les pilules 3e génération, les comportements des patients et des médecins changent. Alors justement, puisque vous parlez des médecins, il nous reste 3 minutes et demie, nous allons parler de votre livre intitulé « Les brutes en blanc ». Alors vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, hein, c'est un réquisitoire virulent contre la maltraitance des médecins, surtout des spécialistes, à l'encontre des patients. Mais sur quel constat ? Le constat, c'est 30 ans d'expérience, des relations, mon travail dans la presse, des relations avec d'innombrables personnes qui m'écrivent, des confrères, etc. Et puis je donne des faits qui sont des faits avérés, avec des enquêtes, avec des données qui ont été recueillies par le gouvernement ou par des organismes indépendants. La maltraitance médicale, c'est quelque chose qui est une chose culturelle, si vous voulez. C'est un peu comme le sexisme ordinaire en France ou le racisme ordinaire. Beaucoup de médecins, pas tous, il y a plein de médecins qui sont des types formidables, mais ils sont isolés, c'est pas eux qui font l'enseignement. Beaucoup de médecins sont des gens qui sont persuadés finalement que ils sont des gens qui soignent, et donc ils doivent décider à leur place. Aujourd'hui, les recommandations en termes d'éthique médicale, de comportement moral des médecins, c'est vous êtes l'égal du patient, le patient est votre égal, vous lui devez une information, vous lui devez des réponses, vous devez lui demander son avis, vous devez lui demander son accord quand vous l'examinez, quand vous lui prescrivez quelque chose, vous devez tout lui expliquer. Ce sont des obligations professionnelles. C'est pas du luxe, c'est pas forfaitaire, c'est pas une option, c'est une obligation. Et beaucoup de médecins ne remplissent pas ces obligations. Est-ce que, là encore, le problème est à la source pendant l'enseignement ? Bien sûr, le problème est à la source. Quand il n'y a pas de normes d'enseignement du comportement des médecins vis-à-vis des patients dans les facultés de médecine, de normes qui s'appliquent à toutes les facultés et qui s'appliquent de manière légale ou réglementaire, il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de formation qui soit une formation équitable et une formation respectueuse des patients. Que disent les médecins ? Comment vos confrères ont-ils réagi ? Parce qu'on peut avoir l'impression, Martin Leclerc, que vous réglez des comptes. Je sais pas moi, si dénoncer des comportements qui sont des comportements inacceptables, c'est régler des comptes, alors je règle des comptes, mais les comptes je les règle depuis, j'écrivais la même chose dans Prescrire dans les années 80, je veux dire, c'est pas non plus nouveau. Il se trouve que je suis un des rares médecins indépendant qui a un auditoire, une audience, qui parle à la radio et qui écrit des livres. Mais il y a beaucoup de mes confrères qui sont tout à fait dans le même état d'esprit. Il y a autant de confrères qui m'ont écrit pour me dire on est d'accord avec vous, voilà ce qu'on essaye de faire de notre côté, c'est compliqué, etc., que de patients qui m'ont écrit pour en témoigner. Quand un certain nombre se révoltent et disent que je tape sur la profession, la moindre des choses, ce serait de dire ce que vous dites est vrai, il y a de la maltraitance, il faut la dénoncer, elle est peut-être pas aussi importante que ce que vous dites, mais il faudrait regarder. Au lieu de quoi, il y a des gens qui lèvent les bras au ciel en disant non, c'est pas vrai. Ça me fait penser à Servier quand il disait non, c'est pas vrai, mon médicament est sans danger. Alors, que pensez-vous de cette devise qui pourrait s'appliquer aux médecins ? Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Oui, et puis c'est très important. Et puis d'abord ne pas nuire. Ne pas nuire. Hein. C'est ça. La première manière de nuire, c'est de ne pas respecter la personne qu'on a en face de soi. C'est de ne pas la croire. C'est de ne pas lui expliquer ce qu'on doit lui expliquer. Et ça, c'est très important. C'est un précepte qui est vieux comme le serment d'Hippocrate, et ça devrait être la norme justement dans les facultés de médecine, de commencer en disant d'abord ne pas nuire, et d'abord ne pas nuire par votre vanité et votre irrespect du patient. Alors il nous reste que 30 secondes, j'ai quand même envie de vous demander ce qui, selon vous, fonctionne bien dans la médecine. Ce qui fonctionne bien et de mieux en mieux dans la médecine, c'est les médecins qui communiquent bien avec les patients et les patients qui s'informent. Ça, c'est très important. Alors, Prescrire, c'est un exemple, mais il y a le Formindep,
qui est un organisme indépendant. Il y a des revues aussi, il y a des éditeurs, il y a des auteurs. Ce qui fonctionne bien, c'est des gens isolés, mais qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus efficaces. Puis ce qui fonctionne bien, c'est des émissions comme la vôtre aussi. Merci beaucoup, Martin Winkler. Bien, on en fera le mot de la fin, d'abord parce que c'est un mot que j'aime bien, et puis parce que c'est l'heure. Hein. Vous savez, en radio, vous avez fait de la radio aussi, fut un temps. Oui, j'ai fait de la radio. Et en radio, après l'heure, c'est plus l'heure. Merci Martin Winkler. Merci à vous. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'affaire du Mediator, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Demain, nous évoquerons la bombe H, dont s'est dotée la France en 1968. C'était le 24 août, d'ailleurs, pour être précis.